Au temps où l'on brûlait follement la poudre, à dépasser de bien loin le tonnerre de Dieu, plus d'un paysan contemplait les champs abandonnés, les ponts détruits, les canaux crevés, les villages en poudre, et en même temps calculait le prix d'un coup de canon, le prix d'une heure de guerre, d'un jour de guerre, d'une année de guerre. Chacun savait bien qu'il faudrait payer quelques jours, payer, c'est-à-dire se priver. Le guerrier boueux se représentait volontiers 30 ans de misère. Il acceptait cette punition. Il la trouvait juste, sentant bien qu'elle frapperait tout le monde. Louis XIV lui-même connut la misère et avoua sur la fin qu'il avait trop aimé la guerre. L'homme de troupe était bien mieux placé pour savoir qu'on ne triche pas avec les choses et que la nécessité extérieure est un inflexible créancier. Ce qu'on lui emprunte, il faut le rendre. Et chacun avait même l'idée que cette aveugle justice, aveugle et infaillible, atteindrait enfin les pouvoirs et les rendrait sages. Nous avons vu autre chose. Rien n'a manqué. Tout au contraire. Le volant des travaux et des richesses s'est mis à ronfler. Ponts, maisons, routes, usines, tout a été refait à miracle. La monnaie a circulé. Le crédit a fait merveille. Ceux qui pensaient surtout à l'argent en ont gagné. Les insouciants eux-mêmes en ont eu assez pour être en état de perdre. Cette situation était impénétrable. On ne voulait point croire que la guerre pût être une bonne affaire. Une triste affaire, assurément, mais non point mauvaise pour les bourses. Voilà où on en était conduit malgré soi, par la commodité du billet de 10 francs. Mauvaise monnaie, on le disait, on le savait, mais on n'arrivait pas à le croire. L'homme moyen a connu une sorte de richesse. Les grands comptes sont obscurs. Personne n'y a rien vu. La victoire expliquait beaucoup de choses. La baisse du franc rendait compte d'une marche allègre des affaires. Le touriste payait bien. J'ai lu dans quelques traités d'économique que les dépenses de guerre devaient être compensées bien plus vite qu'on ne disait. Je l'ai cru. La présente crise s'est montrée d'abord outre-mer, en un pays où il semblait que les dépenses de guerre avaient été aisément supportées. La soudaine misère s'expliquait assez par la prospérité même, par une production déréglée, par un crédit fou, par un jeu entraînant. Même le vaincu, à ce qu'on disait, était plutôt ruiné par un équipement d'industrie démesuré que par les sommes qu'il avait payées. C'est ainsi que la guerre se trouva liquidée dans les esprits. Elle n'était qu'une petite cause. Elle était à peine une cause. Mais plutôt, il fallait considérer les marchés bouchés, la colonisation arrivant au point de résistance, et surtout une défiance générale qui réduisait à rien une énorme masse de richesses en espoir. C'est ainsi que la guerre fut 2 fois recouverte, une fois par la richesse, une fois par la misère. Le grand compte ne sera jamais fait. Je crois pourtant qu'il se fait. Il se fait comme dans les machines à compter, qui en un sens oublient tout, mais en un sens n'oublient rien. Tout est mêlé, rien n'est perdu. Louis XIV savait qu'il s'était ruiné à faire la guerre. Nous ne savons plus rien de notre argent. Plus nous y regardons, moins nous comprenons. Ne dit-on pas qu'il faut être prudent à réduire les dépenses de guerre et de marine qui font vivre tant de gens? Beau remède à la misère, si l'on jette encore à la rue ceux qui font des canons, des mitrailleuses, des avions, des torpilleurs. Ici, l'homme moyen est arrêté tout net. Il bute contre sa propre pensée. Toutes les avenues de l'économique sont ainsi fermées à l'esprit. Les plus pénétrants, à ce que je soupçonne, vont buter seulement un peu plus loin. D'où un total abandon des affaires publiques, chacun revenant à son métier et assez content de faire sa caisse tous les soirs. Il faudrait, à ce que je crois, pour administrer nos immenses caisses, quelques avares d'instinct, de ceux qui n'aiment pas dépenser, même si personnellement ils y gagnent. Car ici la raison dit blanc et noir. Payons-nous maintenant la guerre, comme les symboliques dettes à l'Amérique semblent le dire? Payons-nous maintenant enfin ces destructions et ces machines à détruire, cette longue oisiveté des producteurs, cette prodigalité sacrée qui ne comptait jamais? Ou bien sommes-nous victimes d'un système que la guerre n'a ni créé ni changé, et dont les chemins de fer nous offrent une image raccourcie?
car ce n'est pas la guerre qui explique que ce système si bien défini se ruine en travaillant. Nous ne saurons rien. L'eau économique est merveilleusement savonnée. Si nos comptes de caisse nous instruisaient de nos devoirs, ce serait aussi trop facile, et même assez laid.